Bonsoir et merci de nous rester fidèles sur Al24 News. Nous sommes en direct pour une nouvelle édition spéciale. Les commémorations du 60e anniversaire de l'indépendance se poursuivent tout au long de ce mois de juillet en Algérie. L'occasion de revenir et de se pencher sur l'état des relations algéro-françaises. Où en sont les choses ? Après l'annonce de la prochaine visite du président français Emmanuel Macron à Alger, mais aussi après que l'historien français Benjamin Stora, reçu dernièrement par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, ait révélé la teneur de leur discussion. Stora qui évoque un changement de ton entre Alger et Paris et parle également d'une volonté de poursuivre le dialogue. On va en débattre avec mes invités ce soir. Monsieur Mostafa Khiati, auteur et chercheur. Bonsoir, monsieur Khiati. Bonsoir, merci de votre invitation. Et monsieur Laïd Bellatrache, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes chercheur universitaire installé en France et monsieur Ammar Belkhouja. Bonsoir monsieur Belkhouja, vous êtes écrivain spécialiste d'histoire, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont Barbarie coloniale en Afrique. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir et un plaisir de contribuer à cette émission. Bonsoir tout le monde. Alors, je commencerai par vous, Monsieur Bellatrache. On le sait, entre l'Algérie et la France, les liens ont de tout temps été tumultueux. Mais actuellement, où en sont les relations algéro-françaises ? Comment les qualifier ? D'abord, par exprimer une pensée pour nos glorieux martyrs et également un hommage à nos moudjahidines morts ou encore en vie, à qui on souhaiterait une longue vie, et également un salut à notre peuple glorieux, honorable et historique. Après cela, je vous remercie pour cette invitation et je salue également les téléspectateurs et mes collègues avec lesquels j'ai l'honneur de débattre encore. On doit dire, pour commencer, que les relations algéro-françaises sont toujours possibles et toujours sensibles à la fois. Oui. N'oublions pas qu'il y a le poids de l'histoire, qu'il y a la proximité géographique, une dimension humaine avec les rapports, les liens qu'il y a entre les Français et les Algériens, avec des millions d'Algériens et d'Algériennes vivant en France. Il y a des enjeux économiques et je dirais également sécuritaires. Donc, d'emblée, ces relations sont très sensibles et pour être réaliste, il y a un discours qui peut être surréaliste et un peu imaginaire, croyant que le salut viendrait comme ça par une simple phrase, mais on pourrait y avoir également une lecture réaliste qui pourrait dire encore que les blessures de l'histoire ont besoin de temps, quelles que soient les volontés de part et d'autre, Oui. pour être pensées, pour être repensées. Et voilà ce que je voudrais dire. Et le plus important pour moi, c'est que les pays du Nord doivent regarder toujours ces pays du Sud, je parle spécialement de la France et de l'Algérie, non pas comme des pays comme ça qui sont dans un apprentissage démocratique et voilà, et à qui on pourrait apporter des appréciations de temps en temps. Mais je dirais d'abord, parce que ce point-là est très important, il est au cœur du sujet, que dans la cour de la démocratie, tout le monde est élève. Et n'oublions pas, et ce n'est pas un détail, que Marie Curie, qui détient 2 prix Nobel, l'un en physique et en chimie, et qui est décédée le 4 juillet 1934, est morte sans avoir eu l'honneur de voter. Parce que la loi pour le vote n'a été promulguée, n'a été décrétée que le 21 avril 1944. Figurez-vous qu'un pays qui a fait, comme la France, quand même un espace de démocratie, qui a connu sa révolution en 1789 et qu'il a fallu attendre 1945, le 29 avril 1945, pour voir la femme voter. Et je rappelle encore une fois, bien sûr que des millions de femmes n'ont pas voté avant 1945, mais je voudrais tout surtout dire, j'ai pris un exemple, sans abîmer les autres femmes, que Marie Curie, avec 2 prix Nobel, est décédée en 1934 sans avoir pu voter parce que la loi ne le permettait pas. Voilà ce que je voudrais dire. Et puis après, je reviendrai sur le débat. Monsieur Laïd Bellatrache, vous avez évoqué donc le poids de l'histoire, le poids du dossier de la mémoire. Mostafa Khiati, sur ce point, il faut dire
que ce dossier mémoriel reste délicat et on le sent, la blessure est toujours béante. Les relations algéro-françaises ne doivent pas justement être banales. C'est sûr, en ce sens que l'approche a été un peu, disons, influencée par des lobbies extrêmes, surtout en France, ce qui explique que c'est une approche en dents de scie. Oui. Il y a parfois eu des volontés exprimées, si vous voulez, d'un rapprochement, d'un apaisement, de marquer une certaine sérénité dans ces rapports-là. Puis tout à coup, donc, nous avons eu droit à des tirs de semences et à des approches un peu tumultueuses de l'autre côté, ce qui n'est pas du tout compréhensible. Oui. Lorsqu'on compare, si vous voulez, la position de la France avec la position d'autres pays, il n'y a qu'à prendre par exemple l'Allemagne, qui a présenté ses regrets, sa repentance pour les pays auxquels elle a fait du mal. Oui. Et l'Italie, oui. L'Italie, mais également Israël, puisqu'elle continue à payer des subsides jusqu'à aujourd'hui et à l'État d'Israël, mais également pour d'autres pays. Si l'on prend le cas du Royaume-Uni, vis-à-vis des essais nucléaires qu'il a pratiqués, notamment en Nouvelle-Guinée ou d'autres pays, on s'aperçoit que la position de ces pays, pourtant européens, a été moins, si vous voulez, marquée par le poids de l'histoire. Et que finalement, les gens sont arrivés à s'exprimer, d'autant plus que nous sommes à 60 ans de la fin du conflit. Donc, nous avons affaire à une majorité du peuple qui est d'une nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre. Et donc, il est possible aujourd'hui d'établir des rapports plus sereins basés sur une reconnaissance des faits historiques qui ne peuvent pas être, si vous voulez, écartés, comme l'a fait le premier rapport de Benjamin Stora. Alors, justement, vous avez parlé des regrets de la France. Il faut dire que ce sujet a toujours, on va dire, suscité le débat en Algérie. Monsieur Ammar Belkhoudja, sur ce point, les regrets de la France doivent-ils être une condition sine qua non pour espérer un apaisement entre les deux pays ? Oui, effectivement, mais il y a des conditions. Hein. Il y a des conditions, il y a des critères qui doivent engager le pays anciennement colonisateur, qui doit contribuer honnêtement à l'apaisement des mémoires. Qu'est-ce que c'est l'apaisement des mémoires ? Il y a une mémoire agressée, celle des Algériens. Il y a une autre mémoire qui refuse jusqu'à nos jours d'assumer le passé colonial et les pages noires du colonialisme. Ce qui fait, il y a des obstacles. Les obstacles, c'est qu'il y a des courants politiques aujourd'hui jusqu'à nos jours qui ruminent un peu pourquoi la perte de l'Algérie française jusqu'à nos jours. On continue à donner des noms d'anciens tueurs de l'OS à des places publiques. Donc il y a des paradoxes, il y a quelque chose qui fonctionne très mal finalement. Hein. Alors, excuse, je crois que finalement la notion reste un peu confuse et vague. Si on doit demander des excuses, et puis ça remonte un peu à une bonne quinzaine d'années où le discours politique des Algériens et celui des Français en train d'être confrontés autour d'une notion qui n'est pas définitive, qui ne doit pas justement permettre aux historiens algériens, aux historiens français, je dirais, hein, tout à l'heure peut-être je vais aborder certains historiens qui sont honnêtes, qui sont anticolonialistes. Je reviens à l'excuse. Vous savez que M. Bouteflika avait invité un jour M. Sarkozy, qui était alors président de la République. Au moment même où il foule le sol de l'aéroport Ouari Boumediene, il dit « Attention monsieur, je ne suis pas venu demander des excuses ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le discours colonial hante encore la conscience des institutions politiques françaises et certains courants. Parce que, si vous voulez, moi j'incite
les intellectuels, la jeunesse française, de puiser dans le discours du nationalisme algérien et des Algériens. Depuis l'étoile nord-africaine jusqu'au congrès de la Soumam, le discours des Algériens a été constant, à savoir que nous nous opposons à un système qui doit être honni par l'humanité, parce que c'est un système qui sème le désordre, la misère, la maladie et l'ignorance. Donc le discours des Algériens est un discours non racial, non raciste. Depuis l'État nord-africain, en passant par le PPMTLD et l'UDMA, l'association de ODAM, jusqu'au congrès de la Soumam, les Algériens ont été clairs que le peuple n'est pas opposé au peuple français. Nous avons beaucoup d'amitié et pendant la guerre de libération, il y a eu des adhésions honorables de Français qui étaient convaincus que la France justement, Monsieur Belkhouja, vous avez donc évoqué la pression que tentent d'exercer certains courants nationalistes en France sur les pouvoirs publics, mais en parallèle, il y a donc une volonté de certains acteurs d'apaiser les choses. On l'a vu dernièrement, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu donc Benjamin Stora, l'historien français, donc à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. Et le président algérien a justement proposé donc un travail de mémoire commun entre la France et l'Algérie sur toute la période de la colonisation française. Alors, pensez-vous que la France, Monsieur Laïd Bellatarache, je m'adresse à vous, est-ce que la France est-elle prête à être dans son rôle ? Je le souhaite. Il y a comme je le disais tout à l'heure, il y a eu toujours cette bonne volonté et cette bonne foi des Algériens de dire attention, ne laissons pas. On va écouter l'avis de Monsieur Laïd Bellatarache sur ce point, Monsieur Laïd Bellatarache. Oui, allez-y. En remerciant mes collègues et en adoptant ce qu'ils disent avec un grand plaisir et avec une grande approbation, je dirais que la France, en reconnaissant l'histoire, rendrait hommage à elle-même puisqu'elle va se réconcilier d'abord avec ses propres valeurs. Oui. On ne peut pas être la terre des droits de l'homme et la terre de la Révolution de 1789, et en même temps ne pas se démarquer et ne pas avoir un avis clair sur ces situations-là. Mais je reviens à dire que le poids de la Révolution algérienne est tellement profond, il a marqué l'humanité, qu'on ne peut pas aisément le comparer à une autre révolution. Sans vouloir abîmer, sans vouloir entacher les autres révolutions avec tout le respect que l'on a avec tous les peuples. Mais les peuples eux-mêmes témoignent de cette profondeur, de cette grandeur de cette révolution. Nous sommes les derniers à le dire, mais le monde le dit. Et alors, les blessures sont à la mesure de cette grande histoire. Mais je dirais encore que la France, en apaisant ses mémoires, et en trouvant l'équilibre nécessaire, rendrait hommage à ses propres principes. Et plus encore, ce qui est très important, c'est que le président de la République, comme vous l'avez évoqué, même le président de la République, M. Macron, a, en 2017, annoncé que le colonialisme est un crime contre l'humanité, et cette déclaration a suscité de vives tensions en France, comme on le sait très bien, on n'a pas le temps de citer tout cela. Et également, dans ses discours, dans son appel téléphonique avec le président M. Tebboune également, et dans la lettre qui lui a été adressée, en saluant le peuple algérien, il tente dans les limites de ce que peut lui permettre les manœuvres politiques possibles. Oui. Et là, je rejoins mes collègues, vous avez dit vous-même, Rim, qu'il y a des courants, effectivement, qui non seulement ne pensent pas aux excuses et à la repentance, mais qui font la gloire et qui font l'éloge justement du colonialisme comme un vecteur de développement et de civilisation. Et on a entendu de ces discours-là justement dans les campagnes électorales pour dire que c'est pour cela que tout à l'heure quand je dis le temps est aussi un facteur politique. Oui. Le temps est aussi un ingrédient essentiel. Mais les générations elles-mêmes, les nouvelles générations se reconnaissent
Et quand on parle d'excuses, ça ne veut pas dire qu'on va déchirer une page de notre histoire, mais c'est justement aller dans le sens de l'histoire pour trouver une solution équitable qui rendrait les échanges encore meilleurs de part et d'autre. Mais moi, je demeure toujours réaliste et je dis tout simplement que les choses sont ce qu'elles sont et que pour y parvenir, il y a les efforts des chercheurs, il y a les efforts des hommes politiques également de part et d'autre, et qu'ensemble, on y parviendra à quelque chose. On va en reparler, Monsieur Laïd Bellatrache, sur le travail des chercheurs. Monsieur Mustafa Khriat est toujours sur cette volonté politique en France qui ne suit pas toujours, avec certes des gestes annoncés qui traduisent un pas en avant, mais juste après 2 pas en arrière. La France, on a l'impression que la France a du mal à rester sur une même ligne quand il s'agit de ses relations avec l'Algérie. Tout à fait, tout à fait. Et encore, pour la prochaine période, ce sera encore plus difficile encore, étant donné la composition du nouveau Parlement. Si le courant de Macron avait une large majorité avec l'ancien Parlement, il pouvait peut-être prendre des décisions, comme il a fait vis-à-vis des musulmans de France, avec la loi sur le voile, etc. Oui. Aujourd'hui, la composition est plus bigarrée et avec presque 80 députés d'extrême droite. Donc, il sera difficile peut-être à Macron de prendre ce type de décision. C'est dommage parce que lorsqu'on veut construire l'avenir, il faut partir sur des bases solides. Comme l'a rappelé votre invité, M. Bellatrache, que je salue, Oui. La France s'est toujours targuée d'être le pays de la révolution de 1789, mais également le berceau des droits de l'homme, puisqu'elle a obtenu que les conventions de Genève soient signées en France à la fin des années 40 pour justement montrer son attachement aux droits de l'homme. Or, elle a été la première à fouler par terre et à piétiner ces conventions de Genève, Oui. comme on l'a vu au cours de la guerre de libération de 54 à 62, avec les grandes déviations dont ont été responsables ces officiers et ces soldats, sans qu'aucune poursuite ne soit jamais entamée contre ces criminels. Ce qui a été fait durant la guerre de libération et ce qui a été fait de façon beaucoup plus générale au cours de l'occupation française atteint le niveau de génocide, atteint le niveau de crime contre l'humanité et atteint le niveau de crime de guerre. Donc on ne peut pas faire table rase de ces crimes horribles qui ont été commis durant 130 ans et faire comme si rien ne s'était passé et de commencer une vie comme ça. Aujourd'hui, si la plupart des Algériens qui ont participé à la guerre sont morts, certains sont encore vivants, leurs enfants sont toujours là et nous sommes porteurs génétiquement d'actes qu'on peut considérer comme mémorial, comme atteinte à notre pays, à notre peuple, à nos aïeux, à nos grands-pères. Et donc, on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé durant 130 ans. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté d'apaisement de l'autre côté de la Méditerranée et le fait de faire sa repentance, en fait, ne représente pas grand-chose. Je dirais à Macron de suivre l'exemple de Napoléon Bonaparte, donc du prince Napoléon ou d'un Napoléon III, qui, voyant ce qui a été fait à l'émir Abdelkader, le déni de justice, le déni de la parole donnée, après 5 ans d'emprisonnement, il a été en personne. Oui. Il s'est présenté devant l'émir pour lui annoncer sa libération et lui dire qu'il sait ce qu'a fait la France d'horrible vis-à-vis de l'émir Abdelkader. C'était un acte de repentance. Donc que les gouvernants d'aujourd'hui, qui ne manquent pas de courage, comme ceux d'hier, fassent autant.
Alors justement, que faut-il faire pour entamer cette étape majeure du processus de réconciliation et résoudre cette question mémorielle? Par quels moyens, Monsieur Ammar Bellatrache, Monsieur Laït, pardon, Monsieur Ammar Belkhouja, Monsieur Bellatrache avait parlé donc d'un travail qui doit être mené par les historiens. Moi, c'est assez complexe puisque les Algériens ont toujours eu affaire à des positions qui ne sont pas convenables de la part, je dirais, parmi les institutions que l'on connaît, du Parlement, des parlementaires français. Oui. Déjà, en 1956, le Parlement français, dans sa majorité, y compris les parlementaires communistes, ont voté des pouvoirs spéciaux pour donner les pleins pouvoirs un peu à l'armée française de sévir et de persister dans la répression. En 2005, ce même Parlement, même s'il change d'individu, de personnalité, en 2005, on ose encore voter une loi pour dire que le colonialisme en Algérie a eu des effets positifs. Quels effets positifs? La misère, la maladie d'ignorance. Et il y a également les médias qui jouent un rôle pour justement... Oui, aujourd'hui, comme vient de le dire M. Riapi, encore nous avons affaire à des éléments qui n'arrivent pas à assumer, à dire attention, le passé colonial, c'est fini, l'empire colonial, c'est fini. Et je reviens à cette notion d'excuse. Moi, je suis prudent. Je ne veux pas entremêler et associer la politique à l'histoire. Oui. Donc les excuses, s'il y a excuses de repentance, ça c'est des comportements politiques qui peuvent servir au rapprochement des États et contribuer à avancer un peu dans la contribution réciproque, dans le développement multiforme. Cependant, étant donné que l'histoire repose sur une notion très importante et fondamentale, à savoir la non-prescription. Ça veut dire, même s'il y a repentance et excuse, l'historien algérien, le chercheur algérien, continuera à écrire, parce que nous n'avons pas suffisamment écrit sur oui. les pages noires du colonialisme. Je reviens un peu au rapport de Stora, de Benjamin Stora. Oui. Moi, ce qui me désole, pourquoi ce choix latéral sur un seul historien? Et puis, moi j'en connais des historiens qui sont devenus ma référence dans mes travaux, et je citerai entre autres Olivier Le Courgon-Besson, Gilles Montserrat, Raphaël Bron, Sylvie Thénault, Claire Moscopo, Pascal Blanchard, qui ont analysé et interprété tous les mécanismes de la colonisation. Ça, nous devons tout cela à la communauté française, à la jeunesse française. Et j'ouvre une parenthèse. J'ai été à Toulouse il y a quelques années et je suis invité par la radio locale. J'interviens sur le cortège de malheur et le cortège de massacre pendant la période coloniale. Quand je termine mon intervention, l'animateur français. Monsieur Ammar Belkhouja, on est obligé de vous interrompre. Monsieur Laït Bellatrache, sur ce point justement, faut-il élargir le champ de réflexion en ce moment, que ça soit en France ou en Algérie? Oui, mais il faudra élargir le champ de réflexion, le champ de la recherche, le temps de l'échange. Oui. Et le temps de l'histoire n'est pas le temps du quotidien. Quelques décennies, c'est peu de temps par rapport à l'histoire et à la marche de l'histoire. Mais je voudrais dire également que notre pays, l'Algérie, on ne doit pas être otage de notre propre histoire. Et que même les excuses prononcées ne pourraient pas être pensées, comme on l'a dit l'histoire, ni penser réellement les blessures. Mais ce sera un acte politique qui permettrait des échanges plus convenables, oui. Un partenariat plus osé, digne des facteurs qui pourraient unir encore l'Algérie et la France. Voilà ce que je pourrais dire sur ce point-là. Oui. Par contre, on avait rappelé tout à l'heure qu'il y a plusieurs tendances et que
un chef d'État n'est pas libre de sa parole, quelle que soit sa volonté, mais qu'il y a un contexte politique, il y a un échiquier politique et que un travail politique doit se faire pour créer un climat qui permettrait justement d'aller dans ce sens-là. Il est académique sur un plan, il est politique sur un autre plan, il est médiatique également, et pour montrer également ce que une telle décision pourrait apporter de très bien par rapport aux deux pays qui ont tous les moyens, je dirais, tous les moyens de proximité, d'échange, qui leur permettraient justement d'aboutir à une coopération idéale, très possible à plus d'un égard. Alors une coopération entre les deux pays est possible. Justement, quelle perspective, Monsieur Mustafa Khiyati, pour les relations algéro-françaises face à toutes ces turbulences que les deux pays connaissent? D'abord, je pense que on devrait commencer par le domaine de la recherche et des études. Pour cela, il faut élargir le champ, comme l'a souligné Sibel Khoja. Nous sommes dans une société plurielle, dans une société multidisciplinaire. Il est quand même anormal qu'il y ait un choix unique sur un personnage, quelle que soit sa valeur, d'autant plus que c'est un personnage qui pose problème, étant donné son appartenance justement à un passé colonial, mais également à une France moderne. Donc le problème, c'est un peu d'élargir le champ de discussion, le champ d'études, qu'il y ait éventuellement des équipes mixtes de travail, je parle d'historiens, qui pourraient aborder un peu tous ces problèmes-là, et pourquoi pas ouvrir même cet espace-là à des historiens autres qu'algéro-français, mais d'autres pays, mais qui s'intéressent beaucoup à l'Algérie. Ce serait intéressant parce qu'on mettrait dans cette approche-là une certaine, si vous voulez, entre guillemets, neutralité, ou plutôt moins de sentiments, mais on aboutira à une histoire construite sur des faits et non sur des sentiments, même si les sentiments sont parfois débordants. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pratiquement de surplace, puisqu'on n'a pas réussi depuis 60 ans à nous entendre même sur une méthode à suivre, sur une démarche à adopter. C'est pour cela qu'il est temps, à partir du moment où les deux présidents sont d'accord pour confier ce dossier à des historiens, donc que ces historiens soient mobilisés avec le nombre qu'il faut et ne pas restreindre, si vous voulez, le débat à une ou deux ou trois personnalités, mais plutôt l'étendre à toutes les personnes qui sont réputées pour leur, si vous voulez, côté, disons, responsable et respectueux des études. Alors, pour conclure, justement, je ne sais pas si la liaison a été rétablie avec M. Ammar Belkhoudja. Vous avez donc mené plusieurs études, plusieurs travaux sur l'histoire de l'Algérie. M. Ammar Belkhoudja, quelle perspective actuellement pour les relations algéro-françaises? Ben oui, moi je ne cesserai de souligner et d'évoquer la bonne foi des Algériens. Pourquoi la bonne foi des Algériens? Je remonte un peu dans le temps tout récent, avec l'émir Abdelkader, qui a décidé, qui a été le précurseur des droits humanitaires en accordant le traitement convenable aux prisonniers de guerre. Et il a défendu un peu la condition du prisonnier, qu'on n'a pas le droit de l'humilier, qu'on n'a pas le droit de le maltraiter, qu'on n'a pas le droit. J'aurais aimé, quand je parle de bonne foi, j'aurais aimé que pendant la guerre d'Algérie, l'armée française, les politiciens français, le régime, parce qu'il y a des civils, on ne peut pas dissocier les officiers de l'armée française de ceux qui décident à partir de Paris. Nous aurions aimé, nous les Algériens, que le régime colonial pendant la guerre d'Algérie nous envoie l'ascenseur et accorde
les mêmes traitements aux prisonniers de guerre. Je cite un exemple. Malheureusement, aux prisonniers de guerre, Monsieur Amal Boukhouja, comme l'a fait les on est obligé de vous interrompre. Merci à mes invités de nous avoir éclairés sur ce dossier de la mémoire en lien avec les relations algéro-françaises. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al 24 News.